Ce programme vous est offert par Illico Cash. Profanation du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place échangeur des Limités. L'incident se produit la nuit par des individus non encore identifiés. Les vitres brisées, cercueils par terre. Cette action est perçue comme une insulte à l'héritage de Lumumba et une atteinte à la dignité nationale. Au Sud Kivu, début ce mardi à Bukavu de la deuxième phase d'identification des agents publics de l'État dans la province. Cette opération concerne ceux qui n'avaient pas été identifiés lors de la première phase et cible tous les 6 territoires de cette province. En sport football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025 déjà qualifiée pour la phase finale, la RDC n'a pas pu finir en tête du groupe H. Elle vient d'être battue par l'Éthiopie, dernier du groupe et déjà éliminée. Le score a été de 1-2 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nouvelle journée sur Télé 50, bienvenue à tous. Lieu symbolique, lieu de mémoire, le mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place échangeur des Limités, profané la nuit par des individus non encore identifiés, les vitres brisées, cercueils par terre. Cette action est perçue comme une insulte à l'héritage de Lumumba et une atteinte à la dignité nationale. On écoute Michel Kitoko, directeur de la Fondation Lumumba, joint par Rufus Lukanga. Qui sont clairs, parce que je suis sur terrain, sur place avec la police scientifique et tous les services de l'État pour constater ces faits. Mais est-il que le mausolée, la porte d'entrée, le vitre était déjà cassé. Et puis à l'intérieur, je constate aussi que le cercueil est déposé par terre. La chance que nous avons, c'est que le relique n'a pas été touché. Mais quand même, c'est cet esprit de vandalisme dont nous ne connaissons pas encore les causes, parce que nous laissons les autorités scientifiques éclairer à l'opinion la donne qui s'est passée sur cet angle-là. Mais est-il que la question de Patrice Emery Lumumba, qui est l'héros national de notre pays, nous devons quand même le prendre non seulement en considération, mais aussi mettre la situation un peu à la hauteur, de façon à ce que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons réconsidérer la question ici de patrimoine national de Patrice Emery Lumumba, en voulant recréer, ça c'est l'idée de la fondation, recréer l'endroit bunker qui permettra à ce que Lumumba soit suffisamment gardé. C'est-à-dire que je suggère en même temps que le lieu pour lequel Lumumba est exposé ou enterré soit suffisamment protégé, de façon que la sécurisation dans la durée et dans l'éternité de toutes les générations puisse avoir lieu. En outre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a présidé ce mardi la première réunion de la Task Force République démocratique du Congo, Union européenne, pour capter les fonds de l'initiative globale Gateway. Plusieurs experts ont pris part à cette importante réunion. La République démocratique du Congo renforce ses stratégies pour capter une grande partie des 150 milliards d'euros disponibilisés par l'Union européenne en faveur des pays africains. La première réunion de la Task Force République démocratique du Congo, Union européenne, pour capter ces fonds de l'initiative globale Gateway, et à laquelle ont pris part les experts de la présidence, de la primature, de plusieurs ministères sectoriels dont le commerce extérieur, les infrastructures et travaux publics, du plan, de l'économie nationale, des finances, des affaires étrangères, de la communication, mais aussi de la Fédération des entreprises du Congo, a été présidée ce mardi à Kinshasa par le ministre Julien Paluku Kahongia, son coordonnateur. N'est que le 15 novembre que Madame, Son Excellence la Première ministre, nous a écrit pour nous donner les indications concrètes de la manière dont nous devons dérouler les travaux, à savoir,
comment nous positionner face à ces financements de 150 milliards. 2, identifier les obstacles à l'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait freiner en fait l'attractivité vers la République démocratique du Congo. Et 3, élaborer un ensemble de projets qui vont capter ces financements-là. Et donc il était nécessaire que tous les experts des ministères concernés puissent être au parfum de la note conceptuelle pour comprendre, avoir une compréhension globale de toute cette schématisation telle qu'est faite par le président de la République. Avec l'accompagnement de la Team Europe Initiative, la Task Force va élaborer le plan d'action opérationnel, mobiliser des ressources et partenariats, développer les propositions de projets, valider et soumettre les projets tout en renforçant les capacités institutionnelles, l'amélioration du climat des affaires, la communication et les plaidoyers. Signalons que des sous-commissions ont été mises en place pour accélérer le travail de cette task force qui travaille sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et puis le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a animé une conférence scientifique ce mardi à l'université protestante au Congo. Guy Luando-Mboyo a présenté l'économie de la loi sur l'aménagement du territoire, texte qui attend de promulgation dans les prochains jours. Le ministre a exposé les bien fondés de ce cadre légal dont la planification harmonieuse de l'espace congolais. Benjamin Moudiata signe ce reportage. Lors de cette conférence tenue dans une salle bondée à l'université protestante au Congo et animée par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando-Mboyo, il était question de partager avec l'assistance, composée essentiellement d'autorités académiques et d'étudiants de cet alma mater, une compréhension approfondie des innovations contenues dans les textes juridiques relatifs à l'aménagement du territoire. Axé sur les thèmes loi sur l'aménagement du territoire, quelles sont les innovations et perspectives pour une gestion durable des espaces en RDC, l'intervention du ministre d'État, Maître Guy Luando-Mboyo, a permis de mettre en lumière, avec de mots clairs et précis, combien ces textes de loi, encore en attente des promulgations, représentent une avancée cruciale pour un territoire congolais harmonieusement aménagé, offrant ainsi les conditions de vie optimales à ses habitants. La loi précise les règles régissant la structuration, l'occupation et l'utilisation de l'ensemble du territoire national, ainsi que l'inventaire des ressources naturelles de notre pays. La loi se présente comme un outil incontournable dans l'organisation et la gestion de l'espace physique de notre pays. Chers amis, dès que cette loi va être promulguée, ça va complètement changer notre vie quotidienne. À l'issue de son discours, riche en contenu, le ministre d'État a répondu avec sérénité aux préoccupations des étudiants. Ces derniers, visiblement enthousiasmés, ont salué la pertinence de ses propos et l'impact de ces réformes. La conférence était vraiment excellente et abordable en ce qui concerne l'aménagement du territoire. C'est un ministre que nous apprécions, jeune et qui connaît les aspirations de la jeunesse. Et c'est un ministre qui est droit, qui dit les choses comme elles sont. Inscrit dans la vision de développement de la République démocratique du Congo portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mise au point de l'intersyndicale nationale de l'administration publique sur le fonctionnement de la délégation syndicale du secrétariat général au budget. Ces derniers mettent en garde toute personne qui chercherait à mettre du désordre au sein de l'administration publique. Selon eux, le mandat de la délégation syndicale ne prend fin qu'avec l'organisation des nouvelles élections. Il n'est nullement question à ce stade de recourir à une majorité par consensus. Face à ce qui qualifie de l'anarchie, l'INAP demande au vice-premier ministre en charge de la fonction publique de bien vouloir appliquer la loi pour le maintien de la paix sociale dans l'administration. Au secrétaire général, de traiter avec la délégation légitime qui est celle des Fidèles Kiyangi, président de l'INAP. Point de presse de l'INAP sur le fonctionnement de la délégation syndicale du secrétariat général au budget. Chers amis de la presse, nous vous réunissons ponctuellement ces jours pour faire le point sur la situation d'anarchie syndicale qui tend à se perpétuer au sein de l'administration centrale du budget. En clair, selon les informations à notre possession, puisées des sources concordantes, renseignent qu'un conglomérat d'aventuriers, dits syndicalistes, d'un syndicat élu et d'autres non élus récemment créés, réclament
en violation de la loi consacrant le principe de la représentativité du mandat obtenu par élection, la mise en place d'un comité de crise pour remplacer la délégation syndicale du secrétariat général au budget. Il importe de souligner que prétendre à la mise en place d'un pseudo-comité de crise ne sera que violation de la loi, notamment le prescrit de l'article 96 des statuts des agents de carrière des services publics de l'État qui stipule expressis verbis les secrétaires, les caractères représentatifs des organisations syndicales est déterminé d'après le résultat des élections professionnelles. Ainsi, l'intersyndicale nationale de l'administration publique tient à fixer l'opinion des amis responsables des syndicats anarchistes, ce qui suit. Le mandat de la délégation syndicale ne prend fin qu'à l'organisation de nouvelles élections par le gouvernement via le ministère de la fonction publique. Il n'est nullement question à ce stade de recourir à une majorité par consensus, ce qui est prohibé par la loi, car celle-ci précise que la représentation des agents de carrière des services publics de l'État est assurée par une délégation syndicale élue. Direction le sud Kivu, je l'ai dit au sommaire, la deuxième phase d'identification des agents publics de l'État dans la province a commencé à débuter ce mardi à Bukavu. Cette opération concerne ceux qui n'avaient pas été identifiés lors de la première phase et cible tous les 6 territoires des provinces. Les agents du ministère national de la fonction publique déployés à Bukavu pour cette fin qui précise que l'objectif est d'avoir la maîtrise des agents et la masse salariale de tous les agents pour les intégrer au sein du fichier des références de l'administration publique. Pacheco Kavundama. Plusieurs agents du secteur public au Sud Kivu ont répondu présents à cette deuxième phase de leur identification biométrique. Cette opération est menée par les équipes du ministère de la fonction publique dépêchées sur place au Sud Kivu. Ça vise justement à maîtriser au départ les effectifs, parce que nous avons 6 provinces et que nous avons des agents sur le territoire national. Au départ, il faut maîtriser les effectifs de l'État dans les fichiers de référence, mais deuxièmement, il faut maîtriser aussi la masse salariale parce qu'il en va de même avoir un fichier, il faut mécaniser les agents, ils doivent être payés. Et donc, la maîtrise des effectifs va en corollaire avec la maîtrise de la masse salariale. Ceux qui sont concernés sont notamment les agents publics de l'État. Au départ, ceux qui sont déjà inscrits dans les fichiers FRAP lorsqu'il y avait des remontées des données depuis 2019. Et donc, ceux qui avaient rempli des fiches passaient un processus. Dans ce processus, la fenêtre, l'ouverture du fichier FRAP est ouverte. Donc, ce qui fait que chaque agent qui est nouvellement recruté, même celui qui n'avait pas rempli la fiche à l'époque, il doit remplir sa fiche. Ces données doivent être remontées à Kinshasa et sa fiche code hier doit revenir. Tout celui qui a la fiche code hier, nouvellement envoyée, ou les anciennes fiches déjà envoyées, mais qui portent ces identités, ces agents sont appelés à se présenter devant les équipes de la fonction publique. Pour être identifié, il faut remplir certaines conditions. Chaque agent public de l'État doit au départ avoir sa fiche code hier. Il renseigne ses informations, mais cette fiche doit être signée par sa hiérarchie. En dehors de la fiche code hier, l'agent doit avoir son arrêté, du moins signé par le ministre de la fonction publique. Il doit avoir une commission d'affectation. Cette deuxième phase lancée dans la province du Sud Kivu s'inscrit dans le cadre du projet Encore que finance la Banque mondiale. Les activités dans toutes ces composantes du projet stabilisation et relèvement de l'Est, en sigle STAR-Est, seront bientôt lancées. L'équipe de supervision du dit projet a rencontré à Goma ce lundi le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pour parler de ce projet financé par la Banque mondiale. Ces échanges entre les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et l'équipe de supervision du projet stabilisation et relèvement de l'Est ont tourné autour du dit projet.
Au sortir de cette audience, Dan Horn, spécialiste en chef de développement social et chargé des projets au sein de la Banque mondiale, a souligné qu'il était question de discuter autour de tous les aspects du projet pour intégrer les défis et les problèmes qu'il faut relever dans la communauté. Nous sommes ici pour voir le progrès dans le projet. Nous sommes maintenant à la pointe de commencer les activités de diverses composantes du projet. Après cette rencontre avec l'autorité provinciale, l'équipe de supervision du projet Star Est est allée dans un atelier de renforcement des capacités couplé en deux, dont la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, une nouvelle approche au sein du dit projet. Ça ne fait pas une composante particulière dédiée, mais c'est l'ampleur de la situation que nous avons rencontrée sur le terrain qui a fait que nous puissions prendre en compte ces éléments pour que nous puissions en faire une composante à part entière. Rappelons que le projet Star Est concerne 3 provinces de l'Est de la RDC, dont le Nord Kivu, Sud Kivu et celle de l'Ituri, sous le financement de la Banque mondiale. Et puis les travaux de réhabilitation de la route Faradje-Dungu dans la province du Haut-Ouélé évoluent à pas de géant sous le financement du gouvernement provincial qui dirige Jean Bakomito Gambou. C'est là à la grande satisfaction de toute la population de cette partie du pays. Les travaux de réhabilitation de la route provinciale Faradje-Dungu, longue de 145 km, évoluent normalement. Lancé il y a peu au nom du gouverneur Jean Bakomito Gambou par le ministre provincial des ITPR à Fongenda, ces travaux exécutés par l'entreprise des génies civils IOB se font selon les règles de l'art à la grande satisfaction de la population et autres usagers de cet axe routier qui rendent hommage au 3e gouverneur élu de la province du Haut-Uélé, Jean Bakomito Gambou. Gouverneur Nabiso Bakomito na mosala basali arrangement na société ya IOB pona kobongisa nzela na biso tosepeli makasi atuka to féliciter mosala malamu pona bango. En dépit des difficultés liées aux intempéries, l'entreprise IOB que dirige Samuel Feni Machando travaille d'arrache-pied en vue de respecter les délais de 3 mois impartis par l'autorité provinciale. IOB a mobilisé pour se faire des engins pimpant neufs pour un travail de qualité. Voilà qui fait la joie des autorités coutumières du territoire de Dungu qui promettent de soutenir totalement le gouverneur Jean Bakomito pour l'achèvement des 10 travaux. Ouvrier de la mise en œuvre de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa province, le gouverneur Jean Bakomito Gambou est très déterminé à améliorer les conditions de vie de la population du Haut-Uélé pour ainsi marquer d'un cachet spécial les 10 ans d'existence de cette province issue du démembrement de la Grande Orientale. Les huissiers de justice et les agents de police des parquets ont évalué ce mardi à Kinshasa les déroulements des états généraux de la justice qui se sont tenus du 6 au 16 novembre dernier. Ces huissiers ont soutenu l'idée de la création d'un haut conseil supérieur de la magistrature. Dans la matinée, les huissiers des justices qui se sont réunis au CEPAS ont salué la tenue de ces assises tout en louant l'initiative du magistrat suprême et du patron de la justice pour les avoir associés. D'après le président national de la Chambre des huissiers, Francis Ekunji, ils ont recommandé la révisitation de leur loi organique en renforçant la sécurité des huissiers ainsi que de leur juge naturel qui devra être la cour d'appel. Ils ont également souhaité le changement de leur appellation qui devra passer de l'huissier de justice au commissaire de justice. Ils ont également plaidé d'être partie prenante à la rentrée judiciaire. Ils ont souhaité la mise en place du Conseil supérieur de la justice auquel ils participeront
activement parce que temps de la justice. Aux après-midi, les agents des polices judiciaires des parquets se sont réunis à l'inspection générale de la police judiciaire se trouvant au palais de justice. Ils se sont montrés très satisfaits de participer et jouer un rôle actif lors de ces assises. Considérant la justice comme une messe, ils espèrent que désormais, ils joueront leur rôle et que plus rien ne sera comme avant. Ils soutiennent sans aucune entrave la mise en place urgente du Conseil supérieur de la justice en jetant en pâture le Conseil supérieur de la magistrature. Ils plaident également pour l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que du travail. On va rester dans ces secteurs au lendemain de la clôture par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi des États généraux de la justice congolaise. Tous les hauts magistrats ont été réunis par le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vondé les a exhortés à cultiver le sens de l'éthique et s'en tenir au discours du chef de l'État, les appelant à se remettre au travail pour faire renaître l'appareil judiciaire de la RDC. L'objectif ultime de cette rencontre était celui de relayer le message du président de la République qui veut que la justice congolaise renaisse. Le chef de l'État a dit le temps de rire ou des avertissements est dépassé. Cela va demander de votre part de la rénonciation. Faites voir que vous êtes aussi dans un apostolat. Tout ce qui fait que vous êtes peut-être considérés comme des abrutis, peut-être considérés comme des laissés pour compte depuis la nuit des temps. Mettez ça dans la judiciaire du chef de l'État qui a pris à bras le corps tous ces problèmes et qui va y accorder une solution. C'est un des messages qu'il a donné aujourd'hui. Dans le lot des orientations livrées par Félix Tshisekedi lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des États généraux de la justice congolaise, le sens de l'éthique sur fond du renouvellement de l'homme intérieur du magistrat. Moi, je suis convaincu que tout devrait commencer par l'homme que vous êtes, ressusciter en vous le sens de l'éthique, les prédispositions morales. Un appel à la relance du travail bien fait a été lancé en vue de la régénérescence de la justice congolaise. Le chef de l'État s'est adressé aux membres du bureau en disant, maintenant au travail. C'est ce que je viens vous dire. Maintenant au travail. Conformément aux recommandations issu des États généraux de la justice, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, entend poursuivre son élan de la redynamisation de l'appareil judiciaire congolais. Parlons de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan pour les comptes cette fois du Parlement panafricain. Ces assises sont une opportunité pour faire entendre la voix de l'Afrique à l'échelle mondiale. Joint au téléphone par notre rédaction, le président de la Commission de l'environnement et ressources naturelles du Parlement panafricain, le professeur Gary Saket, affirme que les représentants de l'Afrique sont allés initier leur voix pour rappeler aux pays occidentaux leur rôle dans la lutte contre les catastrophes naturelles qui secouent les pays africains. Nous sommes venus ici unifier nos voix, donc l'Afrique est venue unifier sa voix à celle des pays africains qui considèrent qu'il est très injuste que l'Afrique ne contribue qu'à concurrence de 40% dans les activités qui polluent l'environnement et détériorent le climat. Alors que nous payons le plus lourd tribut. Parce que par an, il a été fait les calculs qu'il faudrait qu'il y ait 53 milliards pour permettre à l'Afrique de faire face au changement climatique. Et dans la mesure où toutes les pollutions qui se font ailleurs, en Occident et ailleurs, ont de très fortes répercussions sur l'Afrique, c'est ainsi que nous assistons à la désertification, nous assistons à des grosses inondations partout en Afrique. Nous sommes venus ici pour joindre nos voix pour que les pays occidentaux qui polluent puissent devoir payer. Et nous en avons en quelque sorte marre de promesses. Nous voulons nécessairement et obligatoirement que l'on passe à la poche, qu'on passe à la caisse et que ceux qui polluent
puissent effectivement payer. Il s'agit là d'une question non pas seulement financière, mais également une question éthique. C'est ainsi que les institutions, donc les États, les organisations internationales sont invités à renforcer leur système institutionnel en vue d'arriver à ce but. Ololaba, le surintendant de l'église méthodiste unie district de Kolwezi, le révérend Kateng Mwamba Roli, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs paroisses en construction de sa juridiction ecclésiastique. Cette autorité religieuse attend suivre l'exemple du gouvernement Masuka qui a mis la province du Cobalt dans une véritable révolution infrastructurelle dans tous les secteurs. Les révérends surintendants du district de l'église méthodiste, Kateng Mwamba Roli, a effectué une visite pastorale étendue à travers diverses paroisses locales. Sa tournée a débuté à la chapelle des Gabaons, située dans les quartiers Mouilou, samedi 16 novembre 2024. Ici, il a examiné attentivement les travaux de construction de l'école en cours et exécutés par la société Thomas Mining avant de visiter les temples de la chapelle. Par la suite, les révérends s'est rendu à la chapelle Mont des Oliviers, localisée du côté Crète vers Mouilou. Au programme, une inspection minutieuse de la nouvelle chapelle en construction, suivie des sessions des conseils et des partages d'expériences avec les membres locaux. Il s'est ensuite dirigé vers la paroisse Nazareth, où il a inspecté les écoles locales telles que l'Institut Baraka et l'Institut Moridja, en plus du temple, en phase d'amélioration. La visite s'est poursuivie au mémorial francophone, situé sur l'avenue Lumumba au quartier Mutoshi, où les révérends ont examiné les temples et un nouveau bâtiment administratif. Des recommandations ont été partagées avec les pasteurs présents, démontrant ainsi son implication et son soutien envers les paroisses locales. Ensuite, les révérends Roli s'est rendu à la chapelle Bethléem où il a évalué les progrès des temples en construction ainsi que les bureaux adjacents. À chaque étape, les révérends examinaient les documents parcellaires de manière méticuleuse, veillant à ce que tout soit en ordre. Ses conseils éclairés et son soutien spirituel ont été appréciés par les pasteurs et les fidèles présents. Pour mon visite des chantiers, on a visité Makanisa, ile Peko Majengo, Roger Majengo, juu ya kuona mamodalité